vous parler de renaissance. On est en pleine renaissance, là, maintenant, tout de suite, mais on n'en a pas conscience. De même que pendant la première renaissance, les gens n'en avaient pas conscience non plus. Ils ne se levaient pas le matin en se disant « Eh les mecs, c'est la renaissance, il faut assumer ». Donc, on n'est absolument pas conscient du fait qu'on est en pleine renaissance. Et la première renaissance était à la conjonction de trois grands facteurs. La redécouverte de l'imprimerie d'abord, les grandes redécouvertes anatomiques, médicales, etc. Et puis les grandes redécouvertes géographiques, dont les Amériques. Et aujourd'hui, nous avons l'équivalent. Nous avons comme équivalent aux grandes découvertes, à l'imprimerie, pardon, nous avons Internet qui change le monde bien plus que l'imprimerie à son époque. Nous avons comme équivalent des découvertes médicales les neurosciences. Pour la première fois, nous comprenons un peu comment le cerveau fonctionne, un tout petit peu, mais c'est sans précédent dans l'humanité. Aristote pensait que le cerveau était un radiateur. Et puis, l'équivalent des grandes redécouvertes géographiques, eh bien, nous avons l'espace, avec notamment Elon Musk qui a dit « J'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas à l'impact ». Là, on parle d'un explorateur, effectivement. Alors, du coup, si aujourd'hui on transposait 1515-2015, précisément, eh bien, Léonard de Vinci serait parmi nous, et il serait né dans les années 50, il serait né en 1952. J'y pense à chaque fois que je croise un barbu dans la rue qui est des années 50. Michel-Ange serait de 75 et il peindrait la fresque du jugement dernier dans les années 2030. Donc la fresque du jugement dernier serait encore à faire. Raphaël serait de 83 et le Tintoret, lui, serait à naître en 2018. Quant à Uccello, le précurseur de la perspective, eh bien lui aurait vécu entre les années 1890 et les années 1970. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça démontre bien que la première Renaissance a été intergénérationnelle. Il serait un mensonge de dire qu'elle n'a porté que sur une génération, nous le voyons bien avec notre recul. La deuxième Renaissance, c'est la même chose. Elle est sur plusieurs générations qui se passent le flambeau et qui transfèrent la connaissance les unes aux autres. Et moi, ma spécialité, c'est ça, c'est la façon dont nous transférons la connaissance. Là, par exemple, nous sommes précisément en train de transférer la connaissance, vous et moi. Et on va en reparler, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Et pour acheter de la connaissance, il faut deux choses que vous êtes en train de me donner là, maintenant, tout de suite. Lesquelles? Qu'est-ce que vous me donnez là, tout de suite? Et quoi d'autre? Ça, c'est de l'attention, mais encore plus précieux que ça. Du temps qui est en train de défiler là, d'ailleurs, sur ce compteur. Donc, de l'attention et du temps. Bien, c'est l'équation que j'ai découverte et que j'ai proposée. Vous inquiétez pas, elle ne mord pas du tout, elle dit simplement le flux de connaissances est proportionnel à l'attention multipliée par le temps, A fois T. On peut vérifier rapidement que c'est un produit, le principe du produit c'est que si l'un des deux vaut 0, le tout vaut 0. Bien, on peut bien voir que si vous me donnez 1 heure de votre temps, mais que pendant 1 heure vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. De même, si vous me donnez toute votre attention mais 1 seconde, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances, il faut les deux. La beauté de cette équation, c'est qu'elle a comme conséquence que la meilleure façon pour apprendre, c'est d'aimer ce que l'on fait. Puisque à quelles conditions donne-t-on toute son attention et tout son temps quand on est amoureux? Quand vous aimez une personne, quand vous aimez une discipline, vous lui donnez toute votre attention et tout votre temps. Et en fait, l'économie de la connaissance maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Parce que si vous êtes amoureux d'une connaissance, vous l'apprenez plus vite. Ça, c'est la façon dont les humanistes enseignaient. Mais est-ce que c'est la façon dont nous, on enseigne? Les humanistes avaient une curiosité insatiable, un amour insatiable pour la connaissance. Vous devez penser à l'attention comme l'appétit, finalement, du cerveau. Selon moi, la façon dont on enseigne aujourd'hui ne ressemble absolument pas à ça, elle ressemble plus précisément à ça. Littéralement, notre éducation aujourd'hui, elle n'est pas née du néant, elle vient de la révolution industrielle. Et notre modèle d'éducation aujourd'hui est basé sur le gavage industriel. Nous avons un volume de connaissances à injecter, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ce n'est pas notre problème, il doit passer. L'appétit des élèves n'est absolument pas une variable que nous contrôlons, d'ailleurs l'école est obligatoire, alors que les jeux vidéo ne le sont pas au passage. Et qu'ils captent mieux l'attention que l'école, alors qu'ils ne sont pas obligatoires. Le principe est que nous ne contrôlons pas l'attention des élèves, alors nous avons un programme et il faut qu'il circule. Vous savez probablement qu'on appelle notre système digestif le deuxième cerveau, puisque c'est la partie dans notre corps qui possède le plus de neurones après le premier cerveau. Le cerveau est la moelle épinière. Quelle est la façon naturelle d'absorber du contenu pour le deuxième cerveau? Le plaisir, évidemment. Manger, c'est un plaisir, c'est pas une corvée. Je connais personne qui va vous dire « Ah non, on va manger encore ». Pourtant, un cours
Mais un cours, on connaît des gens, ah non, encore un cours de maths, sans déconner. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement pour le premier cerveau? Le deuxième cerveau aime naturellement absorber de la nourriture, le premier cerveau aime naturellement absorber de la connaissance. Point. Il n'y a pas d'autre argument à avoir. Le premier cerveau aime naturellement la connaissance. Et regardez les enfants. Ils vous demandent pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les plantes sont vertes. Ils sont insatiables jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce modèle-là, où on va vraiment détruire leur appétit. Et bien moi, ce que je voudrais, c'est que l'on invente une gastronomie de la connaissance. Nous avons une gastronomie pour le deuxième cerveau. Pourquoi ne pas inventer une gastronomie pour le premier? Tout simplement. Et l'idée est aussi bête que ça. Parce qu'aujourd'hui, pour le deuxième cerveau, nous avons beaucoup d'ingrédients, mais encore plus de recettes. Pour le premier cerveau, nous avons plein d'ingrédients, encore plus que pour le deuxième, mais nous n'avons pratiquement aucune recette. Alors je voudrais vous présenter quelques plats, tout bêtement. Et vous savez, la gastronomie normale, le but est de vous faire passer par 3 étapes. Bon sang, ça j'y ai jamais goûté, je suis bien content d'y avoir goûté, et j'ai envie d'en goûter plus. Eh bien la gastronomie de la connaissance c'est pareil. Bon sang, ça je ne le savais pas, je suis bien content de le savoir, et j'ai envie d'en savoir plus. Alors, commençons sur un petit plat très simple. Il est très simple, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça s'appelle la constante de Chamberlain, et c'est juste le nombre qui consiste en la concaténation de tous les nombres entiers. Donc il contient tous les nombres entiers. Pourquoi ce nombre est intéressant? Parce que c'est ce qu'on appelle un nombre univers. Il contient la totalité des nombres entiers. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, contient tous les entiers? Ça veut dire que dans ce nombre, il y a la totalité des têtes d'aujourd'hui. Le tête qui vient de passer, celui qui va venir après moi, tous les autres, tous les têtes qui ne seront jamais réalisées par l'humanité, parce que ce nombre contient tout ce que l'on peut afficher sur un ordinateur. Toute vidéo, toute musique, tout film, tout programme, ça peut se représenter comme un nombre. Et comme ce nombre contient tous les nombres, eh bien il contient tous les films, tous les livres, tous les articles de journaux, tous les thèmes, toutes leurs variantes, tous ceux qui ne seront jamais réalisés et ceux qui seront réalisés. Il contient une version de manteau où je porterai un t-shirt rose par exemple, ou bien je le dirai en javanais ou en arabe. Il contient toutes ces versions-là. Un autre plat encore plus intéressant, mais celui-là je vais juste vous dire qu'il existe, et ensuite je vous indiquerai dans quel restaurant l'acheter. Et vous ne l'achèterez pas avec de l'argent, rappelez-vous, vous l'achèterez avec de l'attention et du temps. Cet autre plat est encore plus dingue. Quand on fait la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à l'infini, on tombe sur moins un 12e. C'est un paradoxe mathématique très connu des mathématiciens, c'est-à-dire inconnu. Quand vous faites la somme de tous les entiers, il est possible de démontrer que ça fait moins un 12e. Eh bien, je vous mets juste ce plat à la carte, et puis ensuite on verra qui dans l'amphithéâtre ira dans le restaurant que je vais vous indiquer, qui est le restaurant qui le sert le mieux. Ce plat, plein de restaurants peuvent vous le servir, mais il y en a qui vous le serviront très mal. Ce restaurant par contre, c'est le meilleur au monde. Je vous présente Michael Lonen, qui pour moi est le Alain Passard des mathématiques. C'est un chef 3 étoiles dans les maths, et là, il vous présente une autre recette que vous pourrez visiter sur sa chaîne YouTube. Et son restaurant est gratuit, en argent, mais il est payant en attention et en temps. Je vous invite évidemment, vivement, à y aller. Alors finalement, si nous étions aujourd'hui en 1515, eh bien Léonard de Vinci n'aurait plus que 4 ans à vivre. Et quelles années, puisque ce sera ces années en France, celles qui feront que François Ier fondera plus tard le Collège de France. Donc, si aujourd'hui nous étions en 1515, si nous nous fixions comme objectif dans les 4 prochaines années, non pas d'attendre la mort de Léonard de Vinci, mais de le ressusciter. Si nous nous fixions comme objectif dans les 4 prochaines années, de créer une gastronomie de la connaissance, c'est-à-dire comme objectif précisément, dans les 4 prochaines années, de faire que personne, en classe, en amphithéâtre, ne prenne plus jamais un mauvais repas de connaissances. Merci beaucoup.